Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une pile assez importante de livres dont je vais donc parler. Les livres lus durant la semaine, terminés, commencés, poursuivis, etc., etc., etc. Je vais faire un passage en revue de tout cela en essayant de dire quelque chose de chacun des livres, même si parfois on y passera peu de temps et d'autres fois on prendra un peu plus justement de ce temps, même s'il y a beaucoup de choses, donc ça va être assez compliqué de parler longuement de tout, et il y a notamment des livres sur lesquels je vais revenir et puis d'autres pas, donc voilà, on verra ce que je vais en dire, je sais pas encore qu'est-ce qui m'occupera le plus. Alors commençons peut-être par évoquer les choses dont j'ai déjà parlé, mais dont je ne vais peut-être pas parler très longtemps cette semaine. Il y a toujours, de manière sempiternelle, j'allais dire, de manière assez générale depuis pas mal de temps, ce Underworld USA de James Ellroy que je poursuis, vaille que vaille, trilogie, chaque fois 900 pages, donc c'est long, et puis c'est le moment où ça devient long, j'ai hâte d'en terminer, et en même temps, je peine à avancer, j'ai l'impression d'être proche de la fin, mais il me reste encore, je suis à la page 700, il me reste encore, si je calcule bien, 223 pages, c'est-à-dire la taille d'un autre livre, de quelques-uns des autres livres dont j'ai parlé, même plus grands que certains de ces livres-là. Donc forcément, c'est encore long. Alors c'est un livre que j'ai envie de poursuivre, toujours dans ces bas-fonds de l'Amérique des années 1970, sous le pouvoir de Richard Nixon, avec des personnages très louches, qui souffrent aussi dans leur chair, le rôle des femmes qui est de plus en plus important, rôle un peu manipulateur, un peu mystérieux. Les personnages les plus durs, à un moment donné, vont sombrer. C'est le cas notamment du personnage de Dwight Holly, qui est l'homme à tout faire du FBI, mais surtout à faire les choses les plus horribles, et qui se retrouve mis au vert pendant 6 mois parce qu'il pète un câble. Puis on se débarrasse des dangers venant des groupuscules de défense des Afro-Américains aussi, de manière extrêmement brutale, en tuant des enfants. Bref, tout ça est très très sombre, mais raconté avec une verve assez extraordinaire, avec un langage qui nous happe en permanence, même si j'ai envie d'en arriver au bout le plus tôt possible. Non pas que j'ai plus envie de vous en parler, mais peut-être que quand on reste dans les mêmes livres pendant très longtemps, et à un moment donné on a envie d'aller voir autre chose. Mais j'en reparlerai donc les semaines suivantes, avec l'espoir que la semaine prochaine, peut-être bien que les 223 pages qu'il me reste seront enfin lues, qu'il y a aussi une énigme autour d'un vol de pierres précieuses qui a eu lieu en 1964, qui est raconté tout au début de ce volume-là, et on voit que les fils sont en train de se renouer, mais comment, avec quelle complexité, parce que tout ça est très compliqué, parce qu'il y a plein de personnages, donc on s'y perd un peu, mais je verrai peut-être bientôt le bout du tunnel et saurai le fin mot de l'histoire, donc je le garde pour la bonne bouche, comme on dit, pour la semaine prochaine, pour en dire un peu plus encore sur ce James Ellroy, Underworld USA. Alors, dans les manigances et les couloirs du pouvoir, j'ai terminé cette fois la lecture de ce livre, Les Irresponsables de Johann Chapoutot, qui lui est historique, réellement historique. Le fond est historique chez James Ellroy. Il est ici véritablement historique, donc c'est un livre d'historien, que ces irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. Et là on voit aussi plutôt les compromissions de chacun, petites compromissions de plus en plus grandes, et qui font que petit à petit on permet et on
va mettre Hitler au pouvoir parce qu'on a peur de l'autre camp, parce qu'on veut à tout prix conserver un certain pouvoir, mais qu'on ne conserve pas, que finalement la démocratie, c'est pas très efficace, donc il faudrait un homme fort, etc. Évidemment, éviter Hitler, la tentative Schleicher, qui est un militaire, donc voilà, mais qui sauve un peu les meubles ou les apparences. Bref, tout ça est assez glauque, en fait. Où vraiment on voit les jeux de couloir. Ça fait penser à la politique dans pas mal de pays à l'heure actuelle, notamment en France. Et dans son épilogue, Johann Chapoutot fait justement ces rapprochements avec l'actualité, cette question qui me semble importante, au-delà des détails de cette prise de pouvoir-là, qui est évidemment liée à des événements historiques, mais cette question de, au fond, est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce que comparaison n'est pas raison ? Et voilà ce qu'écrit Johann Chapoutot vers la fin, donc dans son épilogue. Les contempteurs de la comparaison en histoire, toujours prompts à flétrir le franchissement sic du point Godwin, une prouesse mathématique, convenons-en, franchir un point ça se franchit pas, et à bêler en cœur que c'est plus complexe que ça, que les temps ont changé ou que les nazis d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, se révèlent bien mauvais historiens pour les raisons de méthode évoquées plus haut, il en parle déjà avant, mais aussi parce que les nazis d'hier ne sont pas ceux qu'ils croient. Voir dans le NSDAP de 1932 les bourreaux de Treblinka est une faute de quart classique, mais non moins grave, et la sottise la plus courante dès qu'il est question de l'histoire allemande en général et de la période nazie en particulier. La téléologie est une plaie qui interdit toute réelle intelligence des temps, des séquences et des moments. En 1932, le parti nazi est l'extrême droite allemande la plus efficace et la plus populaire, en comparaison avec le DNVP, plus maladroit, moins ajusté, plus caricaturalement bourgeois. Le message nazi est adéquatement résumé par les slogans du parti Freiheit und Brot, donc la liberté et le pain, à Juden raus, j'ai de la peine à le dire, les juifs dehors, la liberté et le pain, car il s'agit de sortir de la dépression économique et de refaire de l'Allemagne une puissance européenne majeure, libérée des chaînes du traité de Versailles, le tout sur fond de régénération socio-biologique, hygiéniste, médicale du corps du peuple qui doit être purgé de ces éléments halogènes, ces juifs qui n'ont d'existence légale que foraine ou pérégrine, à titre d'étrangers et d'hôtes du peuple allemand, et qui n'ont pas vocation à rester dans ce biotope germanique, les juifs dehors donc. Et puis donc, bon, évidemment, aujourd'hui, les juifs dehors, certains seraient tentés pour le redire dans le cadre des conflits israélo-palestiniens notamment, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, des mécanismes comparables sont là, et des idées qui ne sont pas les mêmes parce que le contexte a changé, mais qui sont du même ordre, sont aussi présentes. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que oui, il y a de la comparaison, et elle est assumée. Mais, évidemment, il faut prendre en compte le contexte actuel aussi. Et éviter Hitler, on pourra remplacer Hitler par d'autres noms, je ne vais pas le faire, mais aujourd'hui, on a cette impression dans beaucoup d'endroits que on va vers des Hitler. Et c'est donc extrêmement important d'essayer de comprendre l'histoire, ce qui s'est passé il y a un siècle, pour éviter de le reproduire. Et ça n'est pas gagné, donc je crois qu'il est assez important de lire ce genre de texte historique. Alors, continuons dans ce parcours des livres lus. Il était question finalement d'assez souvent, de violence dans les textes précédents, dans Underworld USA et
en sous-main dans les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir, même si on est en 1932, début 1933, que ce n'est pas encore la violence la plus importante, mais quand même. Et cette violence, elle est aussi présente dans ce livre-là, Le Dieu Fauve, une bande dessinée de Vellman et Roger, je ne sais pas si ça se prononce de telle ou telle manière, disons Roger, puisque c'est français, je crois. Et donc c'est une histoire très violente aussi, où les humains et les animaux, cette fois, sont tous violents, mais les humains évidemment beaucoup plus puissants que les animaux. Et tout commence dans un cadre désertique, comme on peut le voir ici. Les grands arbres sont morts. Une armée grouillante de pics brûle, a tout dévoré, ne laissant rien derrière elle, ni gibier, ni fruits. L'air est saturé d'une odeur de résine sèche. Rien n'est plus comme lors de la dernière migration, et c'est une mauvaise nouvelle pour le clan. Et le clan, c'est un clan de singes que l'on voit au début, mais qui va franchir une limite et qui va surtout se retrouver sous l'effet de la violence. Il y a un seul survivant, c'est le fameux Dieu Fauve, mais Dieu Fauve pour des humains qui eux aussi vont être extrêmement violents avec ce singe là, mais aussi entre eux dans un système avec de l'esclavage, avec un Aède, donc un poète, mais qui lui aussi sera victime d'un meurtre. Bref, tout ça est très dur comme histoire dans un monde où on pend les gens aux arbres, dans un monde où l'on s'entretue, où l'on se déteste. Les esclaves vont se venger, et encore une fois du sang qui coule. Bref, c'est un livre très dur. Alors je n'ai pas tout à fait terminé, donc je ne vais pas révéler la fin. Il me reste l'épilogue justement à lire. Comment se terminera cette histoire de Dieu Fauve. Mais la bande dessinée permet ici de voir cette violence. Le sang est montré, la cruauté est montrée. Elle l'est aussi chez James Ellroy, par exemple, mais par les mots. Ici, beaucoup moins de mots, mais la force de l'image. Force de l'image qu'on a dans une deuxième série de bandes dessinées qui, elle, arrive peut-être après ces violences-là, dans un monde beaucoup plus dévasté, quoique le monde du Dieu Fauve est dévasté, mais qui a lieu plus tard. Les humains ont dû quitter la Terre et y retournent. C'est Terre. Terre, j'en avais déjà parlé. Il y a une première série, une première saison qui s'appelle Terre, T-E-R, où les humains vivent sur une autre planète que la Terre et vont vouloir revenir sur Terre. Et la deuxième série, Terre, c'est Terre, T-E-2-R-E, donc bel et bien notre Terre, où le vaisseau qui s'appelle Jupiter se retrouve précisément sur la Terre, sur le vieux monde, mais un vieux monde étrange, détruit, où on se demande s'il y a encore des êtres humains qui vivent, où on voit par exemple des immenses dents, ou des choses, des os qui appartiennent à des animaux qu'on croyait disparus depuis très longtemps, à des dinosaures et à des animaux étranges un peu partout, mais il y a quand même des humains qui restent dans des souterrains. Que font-ils? Qui sont-ils? Il y a une espèce de secte qui est apparue aussi. Il y a aussi des choses tout à fait étranges, des chats qui sont capables de communiquer par la pensée, un couple de chats, ou qui ne sont peut-être pas tout à fait des chats, et qui sont capables d'une grande violence aussi. Et puis il y a des anges qui
vivent au-dessus de la Terre, qui sont en fait des sortes de robots. Bref, il y a beaucoup d'imagination et tout ceci est très très bien représenté. Les humains vont vouloir se faire la guerre, mais finalement les anges que l'on voit s'envoler ici vont les en empêcher. Bref, tout ça est assez palpitant, il se passe plein de choses, on comprend peut-être pas tout. Enfin, surtout que la première série, Terre, que j'avais lue il y a pas mal de temps, TER, donc la première partie, m'était un peu sortie de la mémoire, mais j'ai beaucoup apprécié cette série ici de 3 bandes dessinées, Terre, Retour sur la Terre. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est la fin de la saga, est-il écrit. Donc il ne devrait pas y avoir de suite. Il me semblait effectivement que tout ça se terminait, malheureusement, par à la fois la mort et l'éternité, parce que les temps se mélangent dans cette histoire-là. Les temps se mélangent peut-être aussi d'ailleurs chez d'autres auteurs dont je vais là aussi parler. Les temps se mélangent chez Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, dont j'ai lu des fragments dans cette Pléiade que j'ai ici, premier volume, de la Pléiade assez ancienne. Je ne sais pas s'il y en a de plus moderne. Celle-ci date quand même de 1966. Et il y a toute une partie qui s'appelle Fragments, où on voit justement des premières versions d'Aurélia, première version aussi, ou passages supprimés de certaines filles du feu, Angélique, etc. Puis des extraits sur un carnet, etc. Et on a aussi une sorte de différentes couches temporelles peut-être de cette histoire-là, les documents soi-disant retrouvés sur le cadavre de Gérard de Nerval après sa mort. Donc évidemment, c'est quelque chose qui se lie avec une sorte on saute d'un coin à l'autre, quoi. On n'est pas dans une lecture extrêmement suivie. Quand on lit ceci, des extraits, des faux sauniers, des choses sur les chansons aussi, donc on avait déjà lu dans Les Filles du Feu et ailleurs. Bref, on creuse le monde de Gérard de Nerval. Il y a des notes tout à fait mystérieuses aussi à certains moments. Voyage d'Italie, panorama. Les aigles glapissaient, les colombes gémissaient, le bec des aiglons s'émoussa sur mon front chauve. En vérité, mieux vaudrait laisser tomber ce berceau, comme l'aigle laisse tomber les dragons de peur de souiller son bec de leur sang venimeux. Tu concevrais, comme lorsque les filles de Cécrops, les nymphes agroliennes découvrirent dans une corbeille Erésichthon au pied de serpent, que cet enfant est belle, le lac du sang mort, le cœur des chasseurs Mélus ou Mélusine, les troglodytes qui se cachent, ils ne veulent pas voir le soleil, ceux qui se dévouent au culte de la nuit, Vierge noire, nous l'avons voué au culte de la nuit et nous l'élevons pour le sacrifice, on le laisse avec 3 autres, là tout d'un coup toutes les périodes s'entremêlent. Chez Gérard de Nerval, puis tout d'un coup il y a des moments aussi beaucoup plus comiques. Il y a une histoire avec un phoque qu'il raconte là aussi, qui est assez drôle, où le phoque parle hollandais. Bref, on saute du coq à l'âne, mais c'est assez intéressant que justement d'aller grappiller dans Nerval avant de revenir à des choses peut-être plus construites. Mais chez Nerval, il y a aussi toute cette traversée de la folie qui vient aussi jouer un rôle assez important. Traversée du temps et peut-être d'une forme de folie, où cette idée du mélange des temps, c'est aussi ce qu'on trouve chez Maëlys de Kerangal et Jour de ressac, un livre qui, par cette image du ressac, donc du retour, va effectivement permettre un va-et-vient entre différentes époques.
Ce roman commence un peu comme une sorte de roman policier, mais qu'il n'est pas tout à fait. J'ai reçu l'appel vers 14 heures. Je venais de rentrer, j'avais encore mon manteau sur le dos et mon sac contre la hanche. Lourd, une pierre. Je l'ai fouillé sans trouver mon portable. J'ai même fini par le vider sur la table de l'entrée qui nous sert de dépotoir, mais rien. Je me suis figé. L'appartement était désert, les vibrations du téléphone parfaitement audibles, quand leur source, elle, me semblait lointaine. Insituable, j'ai tâté mes poches qui étaient profondes et basses, pleines de petits papiers froissés, de miettes de copeaux. J'ai senti le boîtier pulser sous mes doigts à travers l'étoffe, et quand je l'ai enfin saisi, l'écran affichait un numéro de téléphone fixe indicatif 02, l'Ouest. J'ai décroché. Un homme s'est présenté comme officier de police judiciaire et a demandé à me parler. J'ai dit « c'est moi » tout en me dirigeant tel une automate vers la chaise la plus proche car le sol déjà roulait sous mes pieds. Et là, une fois assise, j'ai écouté celui qui, usant du parler neutre et factuel, propre à ceux qui appliquent des procédures, m'intimait de me présenter au commissariat du Havre. Nous aimerions vous entendre dans le cadre d'une affaire vous concernant. Alors, quelle est cette affaire ? Un homme est mort, on a trouvé le numéro de téléphone de la narratrice dans la poche de cet homme, c'est le seul indice qu'on a sur son identité à cet homme. Donc, sans doute, peut-être, le connaît-elle. Et elle revient donc au Havre, où elle a vécu des années auparavant, où elle a vécu son enfance, une partie de son enfance, puis est partie en région parisienne, à Paris même. Et le ressac ici, le mélange du temps, c'est que se retrouvant dans la ville où elle a passé son enfance, eh bien, il y a des souvenirs qui reviennent. Et on passe toujours d'une époque à l'autre. Elle raconte l'histoire aussi de cette ville du Havre, ville au bord de la mer, mais qui est une ville néanmoins sombre, ville détruite surtout pendant la guerre. Elle raconte quand elle était étudiante ou quand elle était élève, assez jeune, adolescente, et un interview d'une vieille dame qui a vécu les bombardements du Havre, et donc on remonte encore plus dans le temps, et puis on a d'autres moments, d'autres choses qui reviennent, un amour ancien, dont on se demande si peut-être cet homme qu'elle a perdu de vue, c'est peut-être le cadavre, ou peut-être pas. Je ne vais pas révéler quoi que ce soit, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ou pas beaucoup d'importance. Et puis il y a aussi son métier qui est évoqué, ce métier de doubleuse de voix au cinéma qui est menacé par l'intelligence artificielle. Et puis il y a énormément de choses qui se mélangent, du passé, du présent, ce ressac continuel, ce qui se passe dans sa tête en revenant dans ce lieu qu'elle a quitté depuis longtemps, qu'elle a oublié. Puis il y a le présent qui revient avec notamment la présence d'Ukrainiennes qui veulent fuir vers l'Angleterre, et puis enfin bref, tout ça part dans plein de directions différentes, mais toujours avec une attention aux détails et à ce qui remonte justement du ressac. Alors, on peut en lire encore un petit passage parce que c'est très très bien écrit justement dans cette écriture qui se balance. Alors je lis à peu près n'importe où. Tiens, ici, page 80. Le tram glissait le long de l'avenue Foch. Il glissait vers la porte Océane et mes pensées glissaient à même vitesse.
Le long des façades rigoureuses, épurées, théâtrales, il glissait dans cette grande absence que l'on avait comblée après-guerre par l'architecture. La luminosité montait à présent dans la rame, signalant que le ciel augmentait au dehors, et dans ce mouvement se propageaient mes interrogations. L'identité de cet homme, sa voix que je n'entendrai jamais, la présence au fond de son jean, de mon numéro semblable à une étiquette sur un colis abandonné et rampante, subreptice, cette hypothèse qui me donnait le vertige quand je la formulais. Pouvais-je l'avoir connue ? Voilà, ce jour de ressac de Maëlys de Kerangal. Il me reste 2 livres à évoquer. Crever l'écran de Thierry Rabou, un petit livre de poésie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écran ? C'est évidemment les écrans où nous nous trouvons, dans lesquels et devant lesquels et face auxquels nous nous trouvons. Un petit livre qui évoque ces écrans en 2 parties de poèmes extrêmement courts, avant et après. Thierry Rabou, alors je ne sais pas exactement qui c'est, on nous dit qu'il est journaliste culturel et développe en parallèle une pratique artistique où dialogue littérature et musique. Crever l'écran est son premier recueil de poèmes, dédié, ça c'est assez intéressant, en mémoire de Philippe Ramy. Philippe Ramy, auteur dont j'ai déjà parlé ici. Et puis, des citations qui renvoient à ce monde de l'écran immonde. E-monde. Graffiti, gare de Vevey, 19 mai 2018. Et puis, une autre citation de Yves Citon. Notre attention au réel, comme nos capacités d'agir sur lui, passe aujourd'hui majoritairement par l'intermédiaire d'appareillages techniques qui conditionnent ce que nous sentons, pensons, exprimons et faisons. Puis 3e citation d'Émile Cioran, nous avons été dépossédés de tout, même du désert. Puis il y a donc cet avant et cet après. Je n'étais pas né, ou si peu. J'avais soif de tout regard et croyais tel est pris, sûr de prendre vie. Je creusais les poches pleines d'une terre conquise. Haute lutte, sous les ongles, germait le savoir. Ça c'est avant. Et puis après, l'autre mystère, si fier de naître, le nous est mort, je m'additionne, la nuit n'est plus qu'un jour de plus. Voilà, une poésie apparemment simple. Au théâtre désert, le souffleur affligé, vent vide muet, dévoilé, et moi étété, reste moi, quoi ? Je serai toujours, ou si peu, comme s'il y a quelque chose qui s'effaçait, comme j'ai l'impression de m'effacer ici, là je vois que la lumière est de moins en moins importante, parce que c'est un jour où le soleil et les nuages sont en train de jouer, comme un jour de ressac peut-être, dans un livre de Maëlys de Kerangal. Et il me reste un dernier livre à évoquer, Angélique Delray, à l'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant. Alors un livre pour enseignants et un livre de philosophe, agrégé de philosophie, Angélique Delray, qui s'interroge sur l'école basée sur la notion de compétence, qui montre plusieurs choses. Alors j'en ai lu la première partie, j'en parlerai, mais cette idée de compétence qui est au cœur de l'école nouvelle, le livre date de 2010, mais il est réédité récemment, préface à une nouvelle édition en 2024, donc s'il est réédité aujourd'hui, c'est qu'il nous parle encore, cette histoire de compétence qui est au cœur des discours sur l'école. Elle explique ici, où elle s'interroge, où elle critique cette notion-là, dans une première partie, celle que j'ai lue jusque-là, qui s'appelle « Vers une école plus démocratique », avec un point d'interrogation. C'est la justification qui est donnée. Mais
peut-être bien que cette question de compétence qu'on veut donner plutôt que de savoir. Et les compétences, c'est ce que donc l'école veut donner, c'est ce que demande le monde de l'entreprise, plutôt que des qualifications. Et elle s'interroge sur ces questions-là, et elle montre surtout le lien extrêmement important entre, d'un côté, le monde de l'école et celui de l'économie, de l'entreprise. Et qu'au fond, il y a cette idée que l'école sert et ne sert qu'à ça, sert à former des gens qui sont adaptés à l'économie, à l'entreprise. Et les compétences, ce serait ceci. Donc il y a toute une interrogation assez intéressante à ce propos. Elle retrace la genèse des compétences dans l'éducation. Elle pose des questions assez importantes. Ils ont un petit passage pour bien comprendre. Je résume mon analyse. Elle résume, c'est ce qu'elle dit ici, donc une petite synthèse intermédiaire ici. Partons de l'idée qu'un homme qui ne s'investit pas profondément dans son travail est moins productif. Le nouveau management, on voit bien, même ce terme-là, il est ambigu. Le nouveau management construit les instruments pour manipuler un travailleur confronté à la nécessité de prendre des initiatives pour résoudre conflits et problèmes qui s'opposent à sa compétitivité. Les compétences sont le concept de base de cette analyse instrumentale de la force cognitive de travail. La logique compétence, ça c'est entre guillemets, avec un tiret entre logique et compétence, comme on l'appelle désormais, correspond à une étape de la gestion du personnel dans laquelle l'entreprise utilise stratégiquement les ressources cognitives et affectives du travailleur au bénéfice de sa compétitivité. Voilà à quoi sert le savoir, voilà à quoi sert l'école qui doit non pas faire acquérir des savoirs, mais des compétences. Une présentation actuelle de l'école de management de Lyon me confirme dans cette interprétation, et là il y a une longue citation, et évidemment là c'est le monde de l'entreprise, mais en gros c'est cette idée que l'école doit servir au monde de l'entreprise, à ce monde de la formation au fond de travailleurs et non pas de citoyens ou d'humains. Et il y a tout un récit qui est mis en avant, récit problématique dans ce qu'on appelle aussi la société de la connaissance, en étant ambigu sur ce terme de connaissance, parce que c'est plutôt la société de la communication, avec l'innovation permanente, et il n'y a aucun savoir stable dans ce monde-là, et évidemment, tout ça est extrêmement problématique, le travail comme épanouissement personnel, mais uniquement le travail, tout est centré sur le travail, et l'école ne sert qu'à former des travailleurs. Voilà la première partie de l'analyse, très, très résumée, je ne vais pas entrer plus loin dans l'analyse ici, j'en reparlerai plus tard quand j'aurai lu la suite, la deuxième partie de ce livre-là, mais ce qui m'intéresse ici, c'est effectivement cette question des compétences. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on nous parle tout le temps des compétences. Moi, j'enseigne le français, la littérature, et cette question sempiternelle, à quoi ça sert, nous est posée en permanence, et on est souvent embêté, parce que dans un monde qui ne réfléchit que par compétences, il y a quelque chose qui cloche. On a envie de répondre, ça sert à rien, mais c'est tant mieux. Ça sert à penser, ça sert à se donner des connaissances qui ensuite vous permettront de réfléchir, de remettre en cause peut-être ce qu'on vous raconte durant votre vie, et notamment ce qui se raconte dans le monde du travail. Et évidemment, on est un peu en porte-à-faux avec cette idée il faut faire en sorte que les élèves sortent de l'école avec des compétences
qui collerait de manière totale au monde du travail. Avec en plus quelque chose qui n'est pas présent dans ce livre-là et qui pose quand même d'énormes problèmes, c'est que on a cette présence maintenant de l'IA qui, dans bien des tâches aujourd'hui et demain sans doute encore plus, bien des tâches sont au fond plus réussies par l'IA. La compétence de l'IA est plus importante que celle de l'humain dans bien des domaines, et plus seulement dans des travaux répétitifs, dans des travaux physiques, mais dans des travaux désormais aussi intellectuels. Et donc, quelles compétences avoir ? Dans le monde du travail de demain, c'est très compliqué. Et puis, évidemment, l'école, elle a peut-être d'autres choses à amener que simplement former des travailleurs qui feront avancer la machine sans la remettre en cause et sans que le petit grain de sable humain permette de faire dérailler cette machine quand cela est nécessaire. Donc voilà, c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup. Je vais en lire la suite et je vous en reparlerai. Voilà, c'était une semaine chargée avec beaucoup de livres. J'en ai parlé de manière très éparse, avec en plus des jeux de lumière assez étranges dans cette vidéo, mais on va s'arrêter là. Je reviendrai sur une partie de ces livres la semaine prochaine et je vous dis au revoir et à bientôt.